Bien, donc pour tenir compte de la réalité microscopique de déplacement des porteurs, il faut définir ce qu'on appelle l'intégrale de flux et ce qui va aboutir à la définition d'un nouvel objet qu'on appelle la densité de courant. Donc pour faire tout ça, il convient de zoomer sur la surface S pour laquelle on calcule le courant électrique. On rappelle la formule qu'on a vue dans la section précédente, I égale NQVS. On peut rappeler que le produit macroscopique V fois S n'est plus possible parce que le vecteur vitesse V peut varier d'un endroit à l'autre de la surface. S est dit macroscopique en ce sens qu'il peut être rendu aussi grand qu'on veut, mais plus il est grand, plus il est probable que les vecteurs vitesse vont différer d'un point à un autre. Dans ce type de circonstances, en physique, on est amené à faire ce qu'on appelle du calcul infinitésimal. C'est-à-dire qu'il faut découper la surface macroscopique S en surfaces infiniment petites. Et comme ici, elle est de géométrie circulaire, le découpage naturel correspond aux coordonnées polaires. Donc on va considérer un petit élément de surface du disque qui est défini par une petite extension dr du rayon entre un point M courant sur cette surface élémentaire et le centre, et une petite variation d'angle dθ. Et nous allons définir ici cette surface élémentaire que nous notons d2s, alors 2 pour tenir compte du fait que c'est un infiniment petit du second ordre, qui est égal à, vous avez probablement déjà vu ça par le passé, r dr fois dθ. Et l'idée maintenant, c'est qu'il faut regarder ce qui se passe localement à cet endroit, calculer la contribution élémentaire du courant de cette petite surface infinitésimale, et ensuite sommer toutes les contributions jusqu'à remplir la totalité de la surface macroscopique S. Donc nous allons évidemment, comme vous l'avez probablement compris intuitivement, définir I par une intégrale de surface. Alors avant cela, il convient encore de réfléchir à autre chose. Est-ce qu'on peut se contenter de multiplier le vecteur vitesse V par la surface élémentaire D2S? En fait, ce n'est pas aussi simple. Alors pour montrer ce que je veux dire par là, imaginez que la surface S, c'est ce plan-là, donc je mets perpendiculaire au plan du tableau, avec des électrons qui doivent traverser. Si le vecteur vitesse V de l'électron est quelconque, il n'est pas si sûr que cette charge sera capable de traverser. En l'occurrence, si le vecteur vitesse est dans le plan de la surface, tant que le vecteur vitesse est dans le plan de la surface, la particule ne traverse pas. Pour qu'elle ait une chance de traverser, enfin pour qu'elle traverse pour être précis, il faut qu'elle ait au moins une composante non nulle dans la direction qui est perpendiculaire au plan défini de la surface. Alors, ça signifie que le produit V fois D2S ne suffit pas. Quel est l'objet mathématique qui permet de dire si la particule possède ou non une composante sur une direction particulière? C'est le produit scalaire. C'est-à-dire qu'il faut commencer ici par définir ce qu'on appelle la normale à la surface. Tout à l'heure, pour ma feuille de papier, c'était la direction qui était perpendiculaire à la feuille de surface. En l'occurrence, ici aussi, nous allons définir un vecteur de surface ds qui est localement perpendiculaire au petit élément de surface. Et la norme de ce vecteur sera l'aire, AIRE, ou la surface de ce petit élément, c'est-à-dire R fois dr fois dθ. Et maintenant, nous regardons, pour le flux de particules qui arrive de la gauche, quel est ici, localement, le vecteur vitesse V d'un porteur qui est en train de traverser ce petit élément de surface. Et nous pouvons dès lors conclure, pour la petite contribution dI au courant total lié à cet élément de surface, c'est un courant élémentaire, donc on le note dI, c'est peut-être pas très clair, dI, qui est égal à N fois Q. Alors bien sûr, N, ça va être la densité locale
en ce point des porteurs de charge, et il faut remplacer le produit V fois S par le produit scalaire V scalaire ds. Parce que, je répète, si les particules n'ont pas de composante sur cette direction, ils ne traversent pas. En revanche, s'ils ont une composante, ils traversent, et la mesure précise de la capacité à traverser est indiquée par le produit scalaire V scalaire ds. Donc le produit scalaire ne tombe pas du ciel, c'est le système d'écriture mathématique qui permet de traduire la situation physique selon laquelle la particule traverse d'autant mieux que son vecteur vitesse est parallèle à la normale, à la surface qu'il convient de traverser. Pour se faire une idée assez efficace, une analogie assez efficace, d'ailleurs aussi dans une problématique de flux, imaginez que vous possédez un capteur photovoltaïque, vous voulez capter le maximum d'énergie du soleil, vous allez orienter votre panneau de manière à ce que les photons tombent perpendiculairement sur le panneau photovoltaïque, parce que c'est dans cette circonstance que le rendement de votre panneau sera maximum. Si les photons tombent de manière à ce que la normale à la surface soit à 90 degrés, le produit scalaire sera nul et votre flux de photons sera incapable de produire la moindre électricité. Nous avons ici donc la contribution au courant du petit élément de surface uniquement. Si nous voulons calculer le courant total, c'est relativement simple. Vous avez déjà appliqué ce genre de technique dans d'autres circonstances. Il faut maintenant sommer. Alors, à la limite, on pourrait écrire naïvement un terme de somme discret. Tous les NQ V scalaire ds. Et la somme doit être étendue à toute la surface macroscopique S. Mais vous savez que mathématiquement, en fait, si on découpe la surface en infiniment petit, en fait, la somme est une somme intégrale étendue à toute la surface S des N, Q, V scalaire ds. Et je mets une double intégrale pour bien figurer le fait que l'infiniment petit est d'ordre 2, et en général, ça va se traduire par une intégration par rapport à θ et une deuxième intégration par rapport à R pour obtenir le courant total. Si maintenant, bien, alors si on pose une définition, on pose J égale NQV, qu'on note quelquefois ρV, avec ρ évidemment qui est tout simplement le produit N fois Q, alors notre courant I total à travers la surface macroscopique S est obtenu par ce qu'on appelle l'intégrale de flux de J, qu'on nomme densité de courant, à travers la surface S. Et J va être une quantité locale qui peut varier un peu d'un point à un autre, ce qui nécessite de sommer toutes les contributions élémentaires via cette intégrale de surface. Alors, cette densité de courant est volumique en ce sens que les porteurs se déplacent dans tout le volume du conducteur. En revanche, elle s'exprime en ampères par mètre carré, puisqu'il faut sommer sur une surface, et par conséquent, l'unité en USI de cette quantité de densité de courant, c'est bien des ampères par mètre carré. Mais il faut insister sur le fait que dans le barreau de cuivre, les électrons se déplacent bien, sont bien transportés dans l'ensemble du volume du conducteur. Donc quelquefois, il peut y avoir confusion dans les termes entre densité volumique de courant ou densité surfacique de courant. Je répète, J est bien en ampères par mètre carré, mais les électrons se déplacent dans l'ensemble du volume du conducteur.